Donc, bienvenue à toutes et à tous sur le webinaire L'huissier de justice, acteur de la preuve dans la blockchain. Donc, Jean-Luc Pasquelec, je suis le fondateur de Wallcrypt et Wallcrypt organise depuis maintenant un peu plus d'1 an des webinaires sur la blockchain. Alors aujourd'hui, nous allons traiter, je dirais, le sujet des huissiers de justice et nous avons le plaisir donc de recevoir Maximilien Touat, qui est audencier auprès du tribunal de commerce et commissaire de justice. Ensuite, nous avons Jean-Rémy Kiriconi, qui est consultant chez Kairos Run. Et nous avons ensuite Théo Lions, responsable du pôle régulation auprès de l'association Crypto-Square. Alors, pour commencer, je propose à chacun d'entre vous de vous présenter. Donc, Théo, puisque tu vas être le modérateur, je dirais, pendant une heure, je te propose de commencer. Et ensuite, on laissera la parole à Maximilien et Jean-Rémy. Voilà, je te laisse la parole. Alors, donc, je m'appelle Théo Lions, je suis actuellement étudiant en finance à l'IAE d'Aix-en-Provence, mais j'ai un master de droit des affaires. Donc, je travaille sur la blockchain avec l'association Crypto-Square sur toutes les problématiques liées au droit et à la réglementation des blockchains et des solutions blockchain à venir. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Touat, huissier de justice sur Marseille et je suis en pleine introspection concernant les nouveaux modes de preuve et l'avenir de la profession judiciaire dans le monde du XXIe siècle et en particulier à l'ère du numérique. Et bonjour, Jean-Rémy Kiriconi, donc consultant pour Kairos. Donc j'ai une profession donc plus ingénieur, donc plus dans la partie technique. Pour justement apporter un peu plus d'éléments justement sur la constitution de preuves au travers des nouvelles technologies. Très bien, merci pour ces présentations. Donc, je propose qu'on commence donc par la première partie, donc environ 10 minutes. L'objectif, c'est de tenter d'expliquer ou d'expliquer qu'est-ce que la blockchain. Donc, Jean-Rémy, voilà, je laisse la parole. D'accord, merci Jean-Luc. Donc effectivement, j'ai compilé quelques slides pour apporter un peu plus d'éléments, donc un peu plus de clarté, sans rentrer dans les aspects très techniques, parce que c'est pas le propos de ce webinaire. Donc on a vraiment une vocation donc d'éducation, de présenter vraiment les concepts fondamentaux de la blockchain en règle générale. Et la première question fondamentale, c'est qu'est-ce que la blockchain, hein? Donc grand mot qui fait beaucoup débat, qui fait couler beaucoup d'encre, que ce soit sur les articles de presse, mais également sur le net. Donc la blockchain, c'est un grand livre de compte. Donc c'est un registre, donc un ledger en anglais, qui est par définition et par sa conception infalsifiable, qui initialement est prévu pour effectuer des transactions financières. Donc la question première, c'est celle-là. Elle contient des enregistrements de transactions qui sont horodatées et immuables. Donc, chaque transaction est enregistrée dans un bloc et elles sont gérées par des regroupements d'ordinateurs qui ne sont pas gérés par une seule et même entité. Donc, c'est vraiment le concept de distribué. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est un des concepts forts de la blockchain, c'est justement que personne ne détient la totalité du contenu de chaque transaction qui sont réalisées dans la blockchain. C'est une introduction, et je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, hein. Il faut savoir que chaque bloc de données qui contient, donc, comme je vous l'ai dit, des transactions financières entre des personnes diverses et variées, sont sécurisées. Premièrement, donc, chaque transaction est sécurisée et chaque transaction, donc chaque bloc de transactions, sont liés entre elles. En utilisant des principes cryptographiques que moi je ne vais pas aborder pendant ce webinaire, mais c'est justement le concept, et c'est pour ça qu'on appelle ça blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc les blocs sont chaînés entre eux, chaque bloc contenant plusieurs milliers ou centaines de transactions qui forment justement une blockchain. Donc la blockchain, c'est un mot très général, c'est une techno. Il faut pas faire d'amalgame entre la blockchain et le Bitcoin ou l'Ethereum ou autres crypto-monnaies. Donc ce sont des crypto-monnaies qui exploitent la technologie blockchain, mais la blockchain en elle-même, c'est juste une techno.
Et donc, le concept fondamental d'un réseau blockchain, c'est qu'il n'a pas d'autorité de contrôle. Donc, c'est central. C'est-à-dire que personne ne détient une blockchain. Et c'est tout le concept et tout l'avantage et tout l'intérêt de la blockchain. C'est personne ne la détient, ne la contient. Et étant donné que la blockchain est partagée et immuable, avec une petite faute d'orthographe, l'information elle est disponible pour tout le monde. Et tout le monde peut voir les transactions qui sont effectuées. Alors, pas sur toutes les blockchains, mais on parle de blockchain ouvertes. Donc, c'est encore une fois général. Donc, toutes les transactions sont visibles. Donc, on a une transparence de toutes les transactions qui sont réalisées. Par contre, ces transactions sont effectuées de manière anonyme. Donc, une personne A et une personne B ne sont pas identifiées par leur nom, prénom. Donc, on ne parle pas d'identité physique à proprement parler. On parle d'identité numérique. Mais en tout cas, toutes les transactions sont visibles automatiquement sur une blockchain, sur les transactions qui sont réalisées. Voilà, donc la blockchain, c'est un principe simple mais ingénieux qui permet d'effectuer une transaction entre A et B de manière sécurisée et automatisée. Donc, on a une personne qui initie une transaction, elle s'inscrit dans un bloc de données, le bloc est vérifié par des milliers, voire plus d'ordinateurs qui sont distribués sur le réseau Internet. Donc, c'est justement pas une seule personne qui va vérifier la transaction, mais c'est un regroupement de personnes qui va le faire. Et à partir de là, dès lors qu'il est vérifié, on rajoute donc cette transaction et ce bloc de fait à une chaîne qui est stockée sur le réseau et qui est partagée. Et ça, c'est le gros avantage. Et on parle aussi de falsification, parce que si on veut falsifier un enregistrement, donc une transaction qui a été réalisée dans une blockchain, conceptuellement, c'est impossible. Alors, il y a effectivement des possibilités, mais là encore, on parle de cas extrêmes qui pourraient potentiellement arriver. Notamment effectivement la détention de 51% des ordinateurs d'une blockchain, mais bon, on n'est pas dans ce créneau-là. Technologiquement, virtuellement, c'est pas possible. Et je vous ai fait un petit schéma qui vous explique en quelques mots le process habituel. Donc, on a un utilisateur qui veut effectuer une transaction, qui veut payer à un utilisateur une certaine somme. Donc, il va effectivement demander une transaction qu'il veut réaliser. Donc, cette transaction est envoyée sur un réseau peer-to-peer. On reviendra un peu sur ce concept-là, mais sur un réseau blockchain. Donc, cette demande de transaction est envoyée donc, à ce réseau-là. Tous les ordinateurs vont recevoir cette transaction pour qu'elle soit validée. Donc, valider effectivement l'identité des personnes qui veulent réaliser la transaction. Et dès lors qu'elle a été validée, donc, elle est rajoutée donc, dans un bloc, dans un nouveau bloc, et ce bloc est rajouté à une chaîne qui est existante, donc qui vient justement compléter les blocs existants pour devenir permanent et inaltérable. Et à partir de ce moment-là, la personne destinataire des fonds reçoit ses paiements. Alors, en quelques mots sur la crypto-monnaie en règle générale, parce que là, on parle de crypto-monnaie, donc on va transiter effectivement de la crypto-monnaie entre une personne A et une personne B. Par définition, la crypto-monnaie n'a aucune valeur intrinsèque, en ce sens qu'elle ne peut pas être échangée contre un autre produit, par définition. Elle n'a pas de forme physique et de facto n'existe pas sur le réseau. Donc, on a créé quelque part justement une monnaie virtuelle. Et son offre n'est pas déterminée par une banque centrale et le réseau est complètement décentralisé. Donc là, encore une fois, c'est un concept très fort qui différencie une monnaie fiduciaire que l'on retrouve dans chaque État par rapport à justement une crypto-monnaie. Alors ça, ce sont les concepts fondamentaux donc, de la blockchain qui viennent se rajouter aux 3 piliers fondamentaux d'une blockchain. Donc les propriétés qui font qu'aujourd'hui la blockchain a tellement d'engouement et est tellement plébiscitée dans tous les secteurs se découpent en 3 parties. La première, c'est la décentralisation, la transparence et l'imitabilité. Sur la partie décentralisation, on retrouve 3 modèles. Donc, le modèle, effectivement, de réseau que l'on dit centralisé. Donc, c'est un réseau d'entreprise qu'on retrouve assez régulièrement. Donc, cette entreprise met à disposition un réseau, un serveur qui va distribuer l'information et toute l'information repasse par un serveur central. Donc là, on est vraiment sur un modèle centralisé. Un modèle décentralisé, là par contre, il n'y a aucune autorité principale pour dicter la vérité aux autres participants, ni détenir la donnée. Donc là, c'est vraiment le modèle blockchain tel que l'on a aujourd'hui en termes de déploiement. Et donc, on a le modèle distribué, où là, le traitement est partagé entre plusieurs entités,
mais les décisions peuvent toujours être centralisées. Donc, c'est un petit peu un mélange entre le centralisé et décentralisé. On a un modèle distribué qui peut se retrouver dans certaines solutions, qui n'est pas le cas forcément dans les modèles de type blockchain. En ce qui concerne la transparence, on dit la technologie blockchain est transparente. C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel visualisateur de transactions sur du Bitcoin, de l'Ethereum, du Tron Co, vous pouvez voir la totalité des transactions qui sont réalisées entre des personnes. Par contre, elles sont absolument anonymes. Donc, on ne mélange pas la transparence et la vie privée. Hein. On voit bien que on a une personne avec une identité numérique qui est en fait une clé qui est en fait détenue par une personne, mais on ne sait pas qui va transiter un certain montant à une personne B. Et donc, ce from and to que vous voyez sur l'écran, ce sont absolument des chiffres qui ne représentent absolument rien. Mais par contre, derrière, c'est une vraie personne physique. Donc, cet anonymat, il est important et aussi peut être aussi problématique dans certains cas. Ça, c'est quelque part la limite de la blockchain, mais on ne peut pas avoir tous les avantages sans avoir d'inconvénients. Mais là, aujourd'hui, tout est entièrement transparent. Tout ce qui est réalisé sur une blockchain sera de toute façon visible. Après, qui les a fait, c'est une autre histoire. En ce qui concerne l'immutabilité, ça c'est extrêmement important. C'est une propriété de la blockchain qui fait aujourd'hui un peu sa légende. C'est dès lors que l'on a enregistré une transaction financière, une transaction dans la blockchain, elle ne peut plus être supprimée. On peut rajouter des transactions, il n'y a aucun problème, mais on ne peut ni les modifier, ni les supprimer. Et c'est ce principe de liste chaînée. Alors pour les plus techniques d'entre vous, la liste chaînée, c'est quelque chose qu'on étudie en école d'ingénieur notamment, sur des concepts fondamentaux. Tous les blocs sont liés entre eux. C'est-à-dire que si un des blocs a été altéré en termes de contenu, la totalité de la chaîne devient corrompue et incohérente. Et à partir de là, le principe de blockchain ne peut plus perdurer. Donc ça, c'est vraiment un concept fort et fondamental qui est absolument inhérent à la technologie et au développement tel qu'il a été réalisé. Et cette immutabilité, elle est très importante. On écrit quelque chose dans la blockchain, on sait que ça a été écrit. Il y a un petit bémol, c'est qu'au plus il y a de transactions qui ont été réalisées derrière, au plus la probabilité pour que l'information soit immuable soit forte. On dit qu'à partir d'un certain nombre de blocs qui ont été réalisés derrière, l'information est garantie qu'on ne pourra plus jamais la modifier. Alors, voilà, donc j'ai fait une introduction assez rapide, mais je l'espère assez succincte mais complète de qu'est-ce que la blockchain. Alors maintenant, quand on parle de la blockchain, quels sont les avantages de la blockchain face aux problématiques, effectivement, donc comme l'a souligné Jean-Luc dans son agenda, au permis de construire, au suivi de construction, aux états des lieux, assurance, location, mais en fait, à n'importe quel type de preuve que l'on aurait besoin de justifier ou de créer sur une preuve numérique. On parle de preuve numérique, bien évidemment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le principal avantage de la blockchain, c'est qu'on peut, et on fait aujourd'hui, c'est le cas, on détourne l'usage initial de la blockchain. Il faut savoir qu'une blockchain, c'est fait pour faire des transactions financières, initialement. Par contre, dès lors qu'on va vouloir constituer une preuve numérique grâce à la technologie blockchain, on s'appuie sur la propriété de mutabilité. Étant donné que la blockchain sert de registre et de preuve d'antériorité d'un document, et c'est ce qu'on va faire, on va venir vérifier, donner la possibilité de vérifier l'intégrité d'un document, d'horodater ce document et de créer un lien entre le signataire et le document. C'est ce que la blockchain va permettre grâce à sa propriété d'immutabilité. Alors, comment on fait ça? Et là, je suis désolé, c'est le seul slide un peu technique que j'ai fait, mais il y a une notion fondamentale que je dois présenter pour pouvoir expliquer comment on est en mesure d'exploiter une technologie comme la blockchain dans le cas d'une preuve. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blockchain, initialement, n'est pas prévue pour stocker des documents. Alors, on pourrait, mais ça serait bien trop cher. Il y a aujourd'hui donc une méthode, c'est un calcul mathématique qui existe depuis très nombreuses années,
qui s'appelle le hash, qui est juste un calcul qui permet de faire une empreinte digitale d'un document. Tout document aujourd'hui, que ce soit un document Word, une photo, un PowerPoint ou autre, a une empreinte numérique que l'on peut calculer. Et donc, cette empreinte numérique, donc ce hash, est unique selon certaines conditions. Pourquoi? Parce qu'on utilise des algorithmes. Alors ici, si vous voyez en haut du slide, là, je présente l'algorithme qui est utilisé pour du SHA-256, qui est aujourd'hui l'algorithme le plus utilisé. Alors, c'est pas le seul, mais c'est un des plus utilisés aujourd'hui, notamment dans la technologie blockchain, qui va permettre de donner une empreinte digitale unique pour un fichier. Et ce qui veut dire qu'un fichier, et par contre, ce hash a une taille toujours identique. Si on prend par exemple une photo, un toto.jpg, tel que j'ai mis, qui a une taille de 540 kg, elle aura un hash et une valeur fixe. La taille d'un fichier Word, qui est un contrat .doc, qui fait par exemple 25 mégas, il aura également un hash de la même taille. Et tous les hashes qui seront calculés à partir de n'importe quel document auront toujours la même taille. Alors ça, c'est une propriété très intéressante que l'on va justement exploiter dans le cadre de la blockchain. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de techno, plusieurs algorithmes hash. Aujourd'hui, le SHA-256 c'est le plus exploité, qui génère donc 32 octets qui vont être justement exploités dans le cadre de la blockchain, et je vais vous expliquer comment. Voilà. Alors, juste sur le concept donc de hash, il est unique. Alors, quand on dit il est unique pour un document, à ce jour, pour certains algorithmes, notamment le SHA-256, il y a une probabilité de 2 puissance 128 pour pouvoir potentiellement retrouver le même hash pour deux documents, c'est-à-dire la probabilité est extrêmement faible. Donc, c'est avec des ordinateurs classiques, si on essaie de calculer ce qu'on appelle une collision, donc avoir le même hash pour deux documents différents, la probabilité est extrêmement faible. Si on utilise des algorithmes qui sont un peu plus anciens, comme le MD5, qui était utilisé notamment pour vérifier l'intégrité de documents qui étaient téléchargés sur le web. Là, maintenant, aujourd'hui, le MD5, on peut faire des collisions en moins d'1 heure avec un bon serveur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend par exemple une phrase, un petit test de hash, et on change juste le D, on le met en D majuscule, donc le premier hash de cette phrase-là, qui peut être un document, est complètement différent dès lors qu'on change un seul caractère. Ce qui veut dire que technologiquement, on sait garantir le contenu d'un document ou d'une chaîne de caractères de manière sûre grâce à une technologie SHA-256 ou un hash. Et donc, c'est le hash que l'on va enregistrer dans la blockchain et non pas le document dans son intégralité. Et ça nous permet, premièrement, de confirmer l'enregistrement de ce document à une date certaine. Et surtout, on peut garantir la confidentialité. Donc, on n'est pas obligé de publier sur une blockchain le document en question. On va publier juste ce hash. Si on n'a pas le document original, on n'a pas la possibilité de revenir sur le document. Donc, ça, c'est une propriété intéressante, mais ça peut être aussi, je pense que Maximilien en parlera tout à l'heure, une problématique. Et juste pour vous donner un exemple, comment on fait? Donc là, maintenant, OK, on sait qu'on calcule des hashes à partir de documents. Ces hashes sont uniques pour chaque document. On veut prouver l'authenticité, l'horodatage. J'ai créé ce document Word qui contient un contenu. J'ai créé une photo, effectivement, d'un chantier ou de quoi que ce soit que j'ai besoin de prouver sur l'authenticité et l'horodatage de ce cliché. Comment je fais? Eh bien, donc aujourd'hui, on détourne l'usage effectivement de blockchain en utilisant le mécanisme donc de mémo ou d'opérateur dans le cadre du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, on va réaliser une transaction. Donc, on a un document Word, on calcule le hash de ce document. Ce document, en fait, ce hash-là, on l'inclut dans une transaction. Donc, la totalité des blockchains aujourd'hui, donc que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum ou autres, ont des champs, on va dire, libres, comme l'opérateur dans le cas du Bitcoin, qui permettent d'inclure du champ libre. Donc, on a 80 octets, on peut y mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une transaction entre Bob et Alice. Bob et Alice vont effectivement effectuer une transaction, et dans cette transaction, j'y ai inclus le hash
de mon document Word qui me permet de garantir que bon, la transaction, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est immuable. On sait que Bob et Alice se sont échangés 0,1 Bitcoin dans ce cas-là. Et par la même occasion, j'y ai inclus le hash de mon document. Et grâce à ce mécanisme-là, ben, par la même occasion, je rends immuable mon document Word qui a été créé au préalable. Voilà le principe, le concept fondamental et simple de la notarisation sur la blockchain. Alors, d'un point de vue juridique, bon, c'est juste une intro, hein, parce que Maître Toit en parlera beaucoup plus en détail, hein, mais effectivement, il y a un point fort, c'est qu'effectivement, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Et ça ne date pas d'hier, et je pense que c'est extrêmement important. Sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Donc ça, c'est l'article 1366 du Code civil. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on exploite quelque part ce fait-là pour garantir qu'un document enregistré dans la blockchain, donc comme vous le savez maintenant, c'est pas le document, c'est le hash qu'on enregistre, hein, mais on essaie d'exploiter cette technologie-là grâce à ces articles qui sont passés. Et donc, il y a une ordonnance qui est passée donc, le 28 avril 2016 relative au bon de caisse. Donc, on n'est pas du tout dans ce même domaine-là, mais je pense que c'est assez intéressant de voir dans quelle direction aujourd'hui la justice française va en ce qui concerne la technologie blockchain. C'est qu'on est en train de travailler effectivement, et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes travaillent sur la possibilité de constituer des preuves à partir de contenus enregistrés dans la blockchain. Et donc ça, c'est excessivement intéressant. Donc il n'y a pas de décret d'application qui a été adopté pour le moment, mais ça donne un vrai driver, une vraie orientation sur les futures effectivement technologies qui vont pouvoir apporter de la preuve demain, notamment grâce à la technologie blockchain. Voilà, donc là, c'était juste l'introduction pour que Maître Toit puisse présenter plus en détail qu'est-ce qu'une preuve au sens juridique du terme. Donc là, je dépasse largement mes compétences, dans la raison pour laquelle je donne le micro à Maître Toit pour donner plus de détails sur cette partie-là. Merci, Monsieur Kirikoni. Bonjour à tous. Donc, Maximilien Toit, huissier sur Marseille. Donc, concernant le rôle de l'huissier, le rôle central, enfin, le rôle qui pourrait être central, à savoir pourrait servir de chance à une justice, on va dire, qui remonte concernant la profession d'huissier de justice à plus de 2000 ans. Donc, pouvoir opérer un tournant fondamental donc dans la recherche et plutôt dans la constitution de la preuve. Donc, la preuve par l'usage de la blockchain, donc on le sait, la blockchain et le tiers de confiance numérique aurait tout à gagner, aujourd'hui du moins, à s'associer avec le tiers de confiance historique, physique, qu'est l'huissier de justice pour la constitution de preuves. D'abord, nous allons donc revenir aux fondamentaux, à savoir qu'est-ce qu'une preuve. Donc, le principe en procédure civile est que la preuve se fait par tout moyen. Donc, selon l'expression consacrée, un droit qui n'est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. L'acte sous seing privé doit répondre à certaines conditions de forme et de fond pour faire valoir preuve. Donc, les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties à un procès peuvent prouver un acte ou un fait, un acte juridique ou un fait. La loi réglemente 5 modes de preuve. La preuve littérale, la preuve dite testimoniale, donc le témoignage, la preuve par indice ou présomption, l'aveu, qui est la reine des preuves, et le serment. Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique. En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit, type acte notarié, alors que pour les faits juridiques, la preuve s'effectue par tout moyen. Donc, preuve littérale, preuve testimoniale, serment, etc. En matière de propriété intellectuelle, par exemple, les moyens juridiques actuels pour prouver la création artistique sont multiples. Il est important de préciser que ces dépôts ont une utilité probatoire seulement. L'intérêt est donc de prouver la date de la création et la qualité de l'auteur. Concrètement, il existe la possibilité de déposer une œuvre et contacter un huissier afin qu'il constate la date et l'existence de la création. La minute notariée est par définition un acte notarié qui est conservé par ce dernier, en sa qualité d'officier public. Il va constater la création. L'enveloppe solo, quant à elle, consiste en un dépôt auprès de l'INPI effectué par l'auteur souhaitant se constituer une preuve.
Il est recommandé de le faire au moment de la réalisation de la création. Cette démarche, pouvant être effectuée en ligne, prouvera en théorie la création, sa date et identifiera la personne physique qui l'a réalisée comme auteur. Il est aussi possible de s'envoyer à soi-même un courrier recommandé contenant la preuve de la création ou encore de faire un dépôt auprès d'un organisme de gestion collective ou d'une association. Donc, à ce niveau-là, il faut se poser la question suivante. Donc, ça, c'était pour la preuve en matière de propriété intellectuelle. En quoi la blockchain peut être utile et en quoi la blockchain peut-elle être assimilée à une preuve dite numérique? Donc, la question fondamentale ici concernant la blockchain, c'est la nature juridique d'une telle preuve, et notamment donc de la qualification ou de la ramification plutôt vers l'écrit électronique qui a été réglementé, et on trouve sa trace dans l'article 1365 du Code civil. Un jurisconsulte connu, puisque président du tribunal de grande instance de Paris, a essayé d'interpréter donc l'article 1365 et l'écrit électronique. Et pour lui, ce n'est pas évident de réellement le définir, parce que le législateur l'a très mal défini. Donc, ce qui définit l'écrit électronique, selon l'article 1365, c'est un écrit analysé comme une suite de chiffres dotés d'une signification intelligible. Or, la problématique de la blockchain, c'est que ce qui est ancré dans la blockchain, comme l'a dit Jean-Rémy, c'est un hash, une suite donc inintelligible de caractères alphanumériques. Par conséquent, cette condition de l'intelligibilité n'est pas remplie ici. Et elle ne pourrait être remplie que si des métadonnées sont inscrites ou si le document ou la transaction ancrée est traduite dans un langage intelligible pour rentrer dans la case de l'article 1365 du Code civil. Et si on admet une telle qualification, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la preuve par blockchain aurait la même force probante que la preuve par écrit sur un support papier, sous réserve, selon l'article 1366 du Code civil, que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et là, nous touchons à un autre problème de la question de la transaction passée sous blockchain, à savoir que la plupart des transactions sont réalisées par des intermédiaires et non par le titulaire du droit. Au surplus, quand bien même ce dernier effectuerait la transaction par crypto-monnaie, elle ne serait de toute façon pas faite à son nom, étant entendu que la crypto-monnaie type Bitcoin est un pseudonyme, tandis que d'autres blockchains telles que Monero sont anonymes. C'est un autre défi de la blockchain et c'est un obstacle majeur en droit. Cependant, concernant la condition de nature à en garantir l'intégrité, là, il est admis qu'elle devrait être aisément remplie, cette obligation, puisque la blockchain est une technologie de sécurisation des transactions. Reprenons encore une fois l'article 1366 du Code civil qui dispose que, je cite l'article, « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » La blockchain sert de registre de preuve d'antériorité de documents. En effet, l'empreinte déposée sur la blockchain permet. Et là, en matière de preuve, qu'est-ce qu'on a concernant la blockchain? La blockchain permet de vérifier l'intégrité du document, d'horodater le document et de pouvoir créer un lien entre le signataire et le document. Donc, juridiquement, comme Jean-Rémy l'a indiqué dans son slide, la blockchain a été définie par l'ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Donc, cette définition reprend les idées d'enregistrement des échanges, de registres partagés et d'authentification. Le groupe de travail chargé de mettre en œuvre cette blockchain s'est réuni, mais à ce jour, donc, comme on vous l'a déjà souligné, aucun décret d'application n'a été adopté. Maintenant, nous allons voir quelles sont les limites de la blockchain en matière de preuve. La preuve d'antériorité sur la blockchain connaît 3 obstacles. Le premier concerne la qualification juridique du réseau. La blockchain n'est pour l'instant qu'un dispositif d'enregistrement partagé. Quelle valeur un juge français accorderait-il à l'authentification par un réseau distribué? Et surtout, quelle valeur accorderait-il à une preuve fournie par une technologie non agréée par l'ANSSI, organisme d'État? Une réponse serait peut-être apportée par les décrets d'application relatifs aux mini-bons en fonction de la blockchain retenue. Est-ce que l'on choisira la Bitcoin, par exemple? Deuxième obstacle,
Deuxième limite, l'inscription sur une blockchain nécessite de posséder de la crypto-monnaie. En effet, la blockchain n'enregistre que des transactions payantes. Troisième limite, la blockchain ne pardonne aucune perte ni oubli de clé. Dans ce cas, le lien entre le signataire et la preuve seront impossibles à rapporter. Donc là, j'ai réalisé un focus par rapport au droit étranger et j'ai réalisé une espèce de mini-synthèse de droit comparé. Donc, et je aboutirai sur la question française. Donc, je me suis intéressé à ce qui s'est passé donc le 27 juin 2018 en Chine, à savoir que la cour de Hangzhou, par une décision concernant une violation de droits de propriété intellectuelle, a admis, ce fut la première cour à admettre donc l'inscription donc dans la blockchain d'une preuve, d'un hash, d'une création permettant d'horodater la dite création. Plus tard, donc, la Cour suprême chinoise a validé le 7 septembre 2018 les preuves authentifiées par la technologie blockchain dans le cadre de contentieux judiciaires, en déclarant que les tribunaux de l'Internet, il n'y a qu'en Chine qu'on voit ça, les tribunaux de l'Internet doivent reconnaître les données numériques comme des preuves recevables si ces données proviennent de la blockchain et si elles sont authentifiées par des signatures numériques, horodatage fiable, vérification de la valeur de hachage, ou via une plateforme de dépôt numérique et qu'elles peuvent prouver l'authenticité de ces technologies ainsi utilisées. D'autres pays sont aussi entrés dans la danse. Les protocoles blockchain comprenant en leur sein des fonctions d'horodatage qui permettent de fixer la date et l'heure des données qui sont enregistrées. La reconnaissance juridique de cet horodatage blockchain est validée en Europe par la loi italienne numéro 12/19 du 11 janvier 2019 relative au soutien et à la simplification des entreprises et de l'administration publique, qui consacre donc des effets juridiques à l'horodatage électronique blockchain. Aux États-Unis, donc, il y a un texte de loi qui a été adopté, à savoir le Nevada Uniform Electronic Transaction Act, qui considère les enregistrements dans la blockchain comme des documents électroniques. Maintenant, intéressons-nous à la France. Donc, il semblerait que depuis le président Emmanuel Macron, la France ait trouvé un certain engouement à la question de la blockchain et de la crypto-monnaie. Ainsi, la France voudrait se positionner sur le podium de tête dans la recherche à la blockchain. Pour ce faire, elle a tenté, ou plutôt le législateur français a voulu inscrire dans la loi Pacte un amendement à l'article 40 qui suggérait cet amendement d'insérer à l'article 1358 du Code civil un alinéa supplémentaire dont la rédaction serait la suivante. J'ouvre les guillemets, je cite, c'est très important. À cet effet, tout fichier numérique enregistré dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé, acronyme DIP, traduction française de la blockchain, de nature publique ou privée, vaut preuve de son existence et de sa date, jusqu'à preuve contraire, dès lors que la dite DIP répond à des conditions définies par décret. Cet amendement vise à reconnaître valeur de preuve à tout fichier numérique enregistré dans un dispositif d'électronique d'enregistrement partagé, blockchain, de nature publique ou privée, afin de sécuriser les opérations effectuées par les entreprises utilisant ce DIP. Les avantages donc que ce législateur souligne sont nombreux, à savoir traçabilité. L'ancrage de l'empreinte de données permet de se préconstituer facilement une preuve. Exemple, preuve de l'antériorité d'une œuvre, on y revient. Preuve d'une répartition des droits à l'origine des contributions d'une œuvre collective. Preuve d'une chaîne de droits qui ne serait pas falsifiable. Preuve en matière de supply chain, etc. Deuxième avantage que le législateur souligne, à l'Assemblée nationale, le coût. L'inscription d'une information dans la blockchain est moins coûteuse qu'un constat d'huissier ou un dépôt chez un notaire ou auprès d'agents assermentés. Troisième avantage, la désintermédiation. Les éléments de preuve sont attachés à une transaction, validée selon un consensus au sein d'un réseau, variable selon le protocole, qui ne requiert pas en principe l'intervention d'un tiers de confiance physique classique. Quatrième avantage, la fluidité. Certaines preuves traditionnelles manquent de fluidité. Elles peuvent se révéler lourdes administrativement avec un formalisme contraignant. La blockchain, quant à elle, fonctionne souvent grâce à une plateforme interface qui permet simplement d'ancrer une donnée. Et dernier avantage, l'accès au registre. Il est disponible sans limite géographique ou temporelle.
Malheureusement, cet amendement fut retiré avant lecture, mais cela signifie une seule chose, c'est que la graine est déjà plantée dans l'esprit du législateur. L'idée que l'application de la blockchain, d'un point de vue probatoire, mais pas seulement, permettrait d'apporter des solutions nouvelles pour résoudre des problèmes récurrents à la constitution de preuves sur l'instant. Donc, blockchain comme preuve pourrait être admise dans un futur proche, mais quel est le rôle de l'huissier, vous me direz-vous? Donc, il faut que je vous définisse déjà l'huissier et sa relation avec la preuve. Donc, l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 45, relative au statut des huissiers de justice, dispose que les huissiers peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis, sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simple renseignement. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le rôle de l'huissier se limite donc à une constatation. Tout rôle actif de sa part est proscrit. Concernant la preuve apportée par la blockchain, donc ce qui est ancré est en fait l'empreinte numérique du fichier. Comme l'a dit Jean-Rémy, c'est le fameux hash. Et chaque fichier possède un hash unique. Et non pas le fichier lui-même, puisque le fichier n'est pas ancré dans la blockchain. C'est son hash, sa signature qui est ancrée. Ce qui oblige donc à conserver la preuve originale en parallèle en cas de litige. La preuve doit donc être traduite. Le fameux hash doit être traduit avant d'être versé au débat par l'intermédiaire de procédés techniques. Pour vérifier l'intégrité d'un fichier, il faut donc refaire le hash cryptographique de ce même fichier et analyser ce dernier avec le hash inscrit sur la blockchain. Ainsi, l'huissier pourra établir un procès-verbal de conformité. Cependant, une tierce personne, cependant, nous savons par rapport à l'ordonnance de 45 que l'huissier ne peut pas traduire ce hash de manière intelligible. Il faut qu'il ait l'aide, ou plutôt l'action d'une tierce personne qui a la charge de traduire ce hash. Et l'huissier ne ferait alors que constater que ce tiers traduit ce fameux hash. Et l'on constatera donc simplement le résultat. Et dans ce cas seulement, l'huissier resterait dans son périmètre. Donc, deux magistrats, Ancel, président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, et Madame Sophie Canas, conseillère référendaire à la première chambre civile de la Cour de cassation, ce qui n'est pas rien, considèrent que si l'huissier se limite à constater le résultat d'un procédé technique, il n'outrepassera pas sa fonction. Seulement, si l'huissier effectue la traduction d'un langage crypté en un langage intelligible, à ce moment-là seulement, là il devient acteur, à ce moment-là seulement, il outrepassera ses fonctions. Donc, l'obligation pour qu'un huissier puisse réaliser un constat blockchain, il a une obligation qui est validée donc par les plus hautes instances judiciaires de ce pays. Obligation de s'en référer à un tiers qui procède lui-même à la traduction de la fameuse signature hash. Ainsi, dans ce cas seulement, la recevabilité de la preuve par les praticiens est conditionnée à certains éclaircissements par les acteurs économiques, se lanceront donc dans la création d'applications permettant de blockchainer des fichiers afin de leur conférer une date certaine, tant de la traduction de la preuve que du rôle de l'huissier dans cette traduction. Le constat est donc nuancé. La preuve est a priori recevable à condition que l'huissier ne constate que le résultat et que le procédé technique permettant la traduction soit sécurisé. D'un point de vue juridique, l'apport majeur de la blockchain est celui de la traçabilité et de la transparence. C'est un registre international et décentralisé qui permet d'apporter la preuve de la date. Du point de vue de la recevabilité de la preuve, les opérateurs de la blockchain vont devoir faire œuvre de grande pédagogie dans les premiers litiges, ce qu'on appelle les preuves du feu judiciaire, afin d'expliquer exactement au juge le rôle de l'huissier dans la traduction de la preuve et la fiabilité des procédés techniques utilisés, notamment au regard de l'exigence des magistrats actuellement. Néanmoins, la blockchain fait l'objet de nombreuses réflexions, à tel point qu'une ordonnance relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Celle-ci prévoit ainsi que les titres non cotés et les parts de fonds peuvent être transférés sur la blockchain. Elle confère à l'inscription d'une émission ou d'une cession de titres financiers dans la blockchain. À cet égard, il est fort probable que la blockchain, bientôt, devienne un mode de preuve parmi d'autres. J'en ai fini. Alors, nous avions une question de Fanny, peut-être que Maximilien y a un peu répondu. S'agissant de l'identification du titulaire du droit, Fanny se demande, dans l'hypothèse où le titulaire du droit réalise la transaction,
ne suffit-il pas qu'il signe une transaction avec la même clé privée pour démontrer qu'il est bien la personne ayant réalisé la transaction où le document a été entré? Alors, pour ce faire, oui, ce serait une logique implacable et absolue. Alors, en revanche, la question qui sera posée ici, concernant le rôle de l'huissier, c'est quel intermédiaire ou tiers pourrait réaliser cette traduction et apporter donc à l'huissier sur un plateau, tout simplement, cette confirmation. Là, la question est ouverte. D'accord. Très bien. Pas d'autres questions a priori? Non. Voilà, profitez. Si vous avez d'autres questions, puisque maintenant on va passer à un exemple d'application blockchain. Voilà, par rapport, je dirais, donc parce qu'on a pu voir effectivement aussi bien sur l'explication de la blockchain que la partie juridique. Bon, ben voilà, donc je propose que Jean-Rémy, tu reprennes la main, c'est bien ça en fait, pour Oui, ok. Je continue. je dirais donc une des applications. Voilà, effectivement. Donc c'est effectivement dans la ligne directrice effectivement de ce que nous avons présenté jusqu'à présent. Donc une des applications qui permet justement d'exploiter la technologie blockchain, la constitution de preuves et les huissiers de justice. Donc une solution qui s'appelle Kairos, qui permet d'authentifier sur l'instant les preuves, donc à partir d'une application mobile. Donc c'est bien entendu pas la seule. C'est une évidence. Toutefois, elle a des particularités qui restent intéressantes, étant donné qu'elles viennent proposer et mettre on va dire, sur la place les huissiers de justice dans leur rôle de constitution de preuves. Et donc, le cas où on pourrait avoir besoin de prouver l'état d'une situation, d'un bien, sont nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas réduire les champs d'application d'une application de type Kairos. Hein. Ça peut être effectivement un état des lieux d'entrée, de sortie, des locations d'appartements, locations de voitures, des inventaires de biens, des constats d'accidents sur la route, des déclarations de sinistres, mais également des potations ou de modèles pour prouver justement l'authenticité et le fait que la personne ayant réalisé, que ce soit des bijoux, n'importe quoi d'artistique, puisse avoir besoin de prouver que c'est bien la personne qui a réalisé cette œuvre. Donc, on a aujourd'hui le réflexe de prendre des clichés, de prendre des photos avec son smartphone et on se dit c'est suffisant, c'est bon, j'ai pris la photo, je la garde sur mon téléphone et si effectivement il y a plagiat ou j'ai besoin de prouver effectivement cet état ou cette situation, je pourrais exploiter ce cliché photographique. Et donc là, je pense que Maximilien pourra donner plus d'informations, mais il s'avère que dans la majorité des cas, c'est insuffisant. Pour constituer un dossier solide, aujourd'hui, nous avons besoin d'éléments de preuve qui soient recevables en justice. Et un cliché photographique pris par un smartphone lambda n'a pas forcément force probante devant un tribunal. Et donc ça, malheureusement, ça s'est avéré effectivement vrai. Peut-être Maximilien, si tu veux apporter juste des éléments complémentaires à ce sujet. Oui, j'ai envie de répondre par une boutade. Moi, mes constats, donc avec cliché photo, je les prends avec un iPhone et souvent le client me demande s'il peut me soumettre les mêmes ces photos qu'il a lui aussi prises donc avec un iPhone. Ce à quoi je réponds non, vous n'avez pas le fameux sceau. Ce qui me différencie nos deux photos, c'est que moi j'ai le sceau, c'est-à-dire je suis officier public et ministériel et malheureusement un quidam ne peut pas prendre simplement des photos. Après tout dépend il peut les prendre. Tout dépend la force qu'on veut accorder à ces clichés photographiques. Un constat d'huissier, donc les photos prises par un huissier, ont force de preuve jusqu'à preuve du contraire. Alors que les photos prises par un citoyen, on va dire lambda, non malheureusement sont qualifiées que comme un début de preuve, à savoir que la partie adverse peut apporter d'autres éléments de photo sans être forcément un constat d'huissier pour les détruire, tout simplement. Donc, il y a une force moindre. Il y a des gradations dans la preuve. D'accord. Et la chance de cette application, en fait, serait de pouvoir accorder les deux. Que le quidam puisse prendre des clichés photographiques en utilisant une technologie avant-gardiste qui puisse en garantir l'immutabilité, l'authenticité et l'horodatage.
Et si en plus il met une couche de constatation par un huissier du fameux ancrage dans la blockchain, de l'ancrage, donc de la signature H du fichier, bon ben, c'est encore mieux. Effectivement. Donc, du coup, ça me permet effectivement de faire la transition, hein, parce que si on veut accorder effectivement une valeur sérieuse à ces clichés et que ces clichés photographiques puissent être des éléments de preuve pour constituer un dossier solide, ben, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci n'ont pas pu être modifiées et qu'elles ont une date certaine. Donc, ce sont des éléments complémentaires qui vont permettre de garantir que ces clichés, effectivement, font foi, au niveau juridique, j'entends. Hein. Et donc, pour ce faire, effectivement, on peut effectivement faire appel à un professionnel, mais cela, souvent, malheureusement, c'est long. Hein, des fois, on n'a pas forcément le temps d'attendre la venue d'un huissier de justice ou d'un expert. Il faut récolter les preuves sur l'instant. Ça peut être coûteux hein, quand la valeur de ce que vous voulez protéger est potentiellement faible. Hein. Ça n'en vaut peut-être pas le coup. Et c'est peut-être démesuré. Alors, on se dit, bon, la situation, elle n'est pas assez grave pour engager une démarche, une procédure, machin chose. Donc, il y a peut-être des cas et des situations où l'intervention d'un professionnel n'est peut-être pas forcément justifiée. Sauf que, effectivement, il y a une alternative, c'est effectivement Kairos. Donc, Kairos, c'est une application mobile. Donc, excusez-moi, voilà, petit problème technique résolu. Donc, c'est une application qui permet de prendre une photo, de l'horodater, de la géolocaliser et de la rendre infalsifiable en l'inscrivant dans la blockchain. C'est aujourd'hui la seule application qui permet également, à partir de ces clichés photographiques réalisés par l'utilisateur, de les faire acter par un huissier de justice partenaire directement sur ces clichés réalisés depuis le téléphone mobile. Donc, il y a effectivement d'autres applications qui permettent de faire de l'horodatage de clichés, je veux dire, c'est ça bien entendu. Mais aujourd'hui, Kairos apporte un moyen à l'utilisateur de constituer un niveau de preuve bien supérieur à ce que un commencement de preuve pourrait être, en alliant à la fois une technologie qui s'appelle la blockchain, hein, donc on a pu discuter, hein, donc ça utilise et ça exploite exactement les concepts qu'on a présentés précédemment, et de complémenter donc cette technologie à un tiers de confiance physique qui est l'officier public ministériel qui a aujourd'hui pouvoir de garantir effectivement. Et comme l'a souligné Maître Toit tout à l'heure, c'est que, bien entendu, pas les clichés. Donc, on ne va pas authentifier les clichés. Enfin, l'huissier de justice ne va pas faire sur les clichés, mais par contre, sur la preuve comme quoi les clichés photographiques qui ont été enregistrés dans la blockchain l'ont été à partir de telle transaction, à telle date, telle heure, et voici le numéro de transaction. Donc, on apporte un niveau supplémentaire de preuve sur des clichés réalisés à partir d'un smartphone que monsieur et madame Michu puisse faire à tout moment, que ce soit un particulier ou un professionnel. Kairos garantit cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, Kairos, c'est quoi? C'est rapide, hein, puisqu'en fait, il suffit donc de créer un compte. L'application est téléchargeable sur les plateformes Google Play et App Store, donc très prochainement. Donc elle le sera, donc d'ici quelques jours. Le lancement est imminent. Le site web est en ligne et les applications sont disponibles d'ici quelques jours. Donc à ce jour, donc il y a juste à créer un compte. La création de compte va permettre effectivement de prendre des clichés photographiques. Ces clichés photographiques restent dans l'application, dans une galerie sécurisée. Cette galerie va permettre de stocker de manière sécurisée tous les clichés photographiques. Et à partir du moment où il y a besoin de constituer une preuve, on va pouvoir demander soit un certificat numérique de photographie, qui est effectivement juste un enregistrement dans la blockchain de ce cliché, ou à partir de ce même cliché, de demander un constat blockchain à un huissier de justice partenaire de Kairos. Alors, nous avons une question s'agissant un éventuel trucage d'une photo. Donc, David demande, en l'absence d'huissier de justice, quid du cas d'un trucage de photo? Oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Effectivement, donc l'application Kairos permet de garantir l'intégrité du cliché. Donc, la photo est prise à partir de l'application. Et à partir du moment où la photo a été prise, elle n'est plus modifiable. Si elle est truquée ou modifiée, d'un point de vue numérique, elle est détectée par l'application. Par contre, il reste toujours effectivement la possibilité, et je pense que Maître Toit, on en avait discuté, donc il y a le cas, donc de prendre une photo d'une photo ou effectivement un contexte, une situation, mais l'huissier de justice n'est pas là pour authentifier le contenu du cliché.
mais juste le fait que cette photo a été bien prise à tel endroit, tel moment, par telle personne. Pas le contenu du cliché. Le contenu du cliché, c'est pas le travail de l'huissier de justice à le réaliser. Peut-être, Maître, toi, si tu voulais rajouter des éléments supplémentaires à ce sujet. Afin de sécuriser, on va dire, plutôt l'intégrité du fichier, il est fortement conseillé de prendre plusieurs angles du photo, tout simplement. Oui, c'est Et ce là, que le David superjury demande. serait révélé. Il dit qu'il peut choisir ses angles ou modifier éventuellement un petit peu la substance de la photo, de ce qui est pris en photographie, en fait, du coup, pour essayer de manipuler un petit peu les images, si j'ai bien compris. Après, j'ai envie de vous dire que même dans un constat d'huissier, les gens essaient de manipuler la réalité. Donc, ils peuvent agrandir une fissure avant qu'on arrive, ils peuvent mettre de l'eau pour simuler un dégât des eaux. Enfin, bon. Après, les tricheries, malheureusement, c'est Oui, le lot quotidien au niveau judiciaire. d'accord. Donc, effectivement, ce que dit David Gatin est juste, hein. C'est le cliché, mais pas de ce qui est pris, effectivement. C'est la raison pour laquelle Kairos propose de prendre plusieurs clichés sur différents angles pour que la valeur juridique soit la plus importante. Effectivement, si on prend une photo, on prend un angle bien particulier, on a besoin de faire constater que le poteau est tordu et on le prend de manière à ce que le poteau soit bien droit, bien évidemment, Kairos ne le verra pas. Un huissier de justice constatera juste que la photo elle a bien été enregistrée dans la blockchain à telle date, telle heure, mais dès lors que c'est reçu par un magistrat, elle n'aura pas une force de preuve aussi importante que si elle avait été prise à différents angles pour justement garantir que le poteau est bien tordu. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais bien entendu, l'utilisateur a la main. Donc, on donne la possibilité à l'utilisateur de constituer lui-même ses preuves. Donc, c'est quelque part à lui de s'assurer que les prises de vue sont suffisamment intéressantes et importantes pour justement constituer un dossier solide. C'est vraiment l'objectif de la solution. Et il prend aussi acte donc de sa mise en cause de responsabilité s'il essaie de tromper la religion d'un magistrat et d'un huissier de justice. De rien. La réponse est satisfaisante. Donc, du coup, pour rendre infalsifiables ces données, Kairos s'appuie sur la blockchain. Donc, on est exactement dans les concepts qu'on a précisés tout à l'heure, hein. Donc, je ne vais pas revenir sur la blockchain, hein. Donc, tout cliché photographique réalisé dans le cadre d'une demande de certificat ou de constat blockchain sera enregistré dans la blockchain pour garantir l'horodatage et l'immutabilité de son contenu. Pas du cliché, mais du contenu, de la photo en lui-même, de ce fameux hash. Et donc, aujourd'hui, Kairos s'appuie sur des huissiers partenaires qui vont permettre de fournir un service à l'utilisateur. Donc, comme je vous l'ai souligné, les huissiers de justice partenaires de Kairos vont pouvoir effectivement fournir un constat blockchain dans un délai de 24 heures ou d'1 heure, en fonction effectivement de degré d'urgence du constat à devoir réaliser. Et en plus de cela, Kairos propose effectivement, à partir de ces huissiers partenaires, d'effectuer un constat sur site, hein, parce qu'on gradue volontairement la constitution de preuves, hein. Donc, un constat blockchain réalisé par l'application Kairos, comme on l'a souligné, l'huissier de justice va juste garantir que ce cliché photographique est bien enregistré dans la blockchain pour garantir l'horodatage. Toutefois, l'intervention d'un huissier de justice sur site pour réaliser un procès-verbal de constat a bien entendu une valeur juridique bien supérieure à un constat blockchain. C'est une évidence. Mais le constat blockchain en tant que tel a plus de valeur qu'un simple cliché photographique réalisé depuis un smartphone. Donc, on gradue effectivement le degré de valeur de preuve constituée à partir de l'application. Donc, comment ça se passe? En quelques mots, hein. Donc aujourd'hui, l'application Kairos, donc comme je vous l'ai souligné, intègre une galerie photo sécurisée. Donc, lorsque vous demandez un nouvel acte, vous pouvez prendre un cliché photographique ou sélectionner des photos depuis votre galerie photo de Kairos existante, hein. Donc, on ne peut pas importer de photos qui avaient été prises de votre téléphone au préalable. Pour une bonne et simple raison, c'est que Kairos n'est pas en mesure de garantir que cette photo est intègre. Donc, c'est uniquement les clichés qui ont été réalisés et stockés dans la galerie Kairos qui vont pouvoir être constatés, soit par huissier de justice, soit par certificat numérique. À partir de ce moment,
on va rentrer des informations, donc qui est effectivement le titre de l'acte, une déclaration, des informations complémentaires qui sont également disponibles pour les abonnements. Donc, on se propose des abonnements avec des champs supplémentaires qui vont être rajoutés dans les constats ou dans les certificats. Et après, on choisit le type d'acte. Donc, soit un certificat numérique de photographie. Dans ces cas-là, l'huissier de justice n'intervient pas. C'est uniquement un certificat blockchain. Donc, on entre la photo dans la blockchain et on renvoie un document PDF signé numériquement par la plateforme Kairos sur effectivement le fait que cette cliché photographique a bien été enregistrée dans la blockchain à telle date, telle heure. Par contre, si vous sélectionnez un constat d'huissier ou constat d'huissier express, là, par contre, les clichés photographiques sont envoyés directement à l'huissier de justice que l'utilisateur aura choisi depuis l'application, donc sur une liste d'huissiers partenaires qu'il sera disponible donc dans la liste sur l'application. Et en fonction effectivement de l'huissier de justice qui définit lui-même ses propres tarifs, parce que les tarifs sont libres, mais par contre les tarifs de chaque huissier de justice sont potentiellement différents, et on va effectivement effectuer une phase de paiement, et dès lors que le paiement est réalisé depuis l'application pour le dit acte qui a été sélectionné par l'utilisateur, soit 24 heures, soit 1 heure pour des constats, ou quelques minutes après, on reçoit par mail l'acte demandé, certificat numérique ou constat par mail. Et éventuellement, si vous avez sollicité un huissier de justice à venir sur site, c'est l'huissier de justice partenaire qui prend contact avec l'utilisateur pour effectuer, en plus du constat blockchain, un procès-verbal de constat sur site, pour prendre rendez-vous et venir à votre domicile ou au lieu où il y a besoin d'effectuer le constat. Voilà, donc du coup, Kairos fait gagner du temps sur 2 volets. À la fois sur la collecte de preuves, où on peut effectivement rajouter de nouveaux éléments au dossier, et effectivement simplifier et faciliter et accélérer les démarches et les procédures. Donc les certificats, les constats d'huissier se font directement depuis l'application mobile, pas besoin de prendre un rendez-vous, pas besoin d'attendre un constat d'un huissier de justice qui pourrait potentiellement prendre un certain temps. Donc tout peut se faire effectivement depuis l'application et à partir de là, donner effectivement un retour et constituer un dossier plus solide dans un temps beaucoup plus court. Voilà, donc du coup, Kairos s'adapte à votre degré d'urgence et permet de faire, donc, comme je vous l'ai dit, certificat numérique, constat blockchain 24 heures, constat blockchain express dans l'heure. Alors dans l'heure, je précise, et 24 heures également, c'est jour ouvré, bien évidemment, jours fériés, les week-ends ne sont pas compris dans les 24 heures ni dans l'heure. Et par contre, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, donc les huissiers de justice partenaires de Kairos ont aujourd'hui mis en place des solutions pour donner une réponse dans les temps impartis par l'application. Et effectivement, de possibilité de faire un constat d'huissier sur site si nécessaire. Voilà, donc avec Kairos, votre dossier est solide. Donc le site web de Kairos est disponible sur www.kairos.run. Et donc, comme je vous le soulignais, l'application Apple et l'application Android seront disponibles d'ici quelques jours sur les plateformes respectives. Voilà, Jean-Luc. Très bien, eh bien merci pour cette présentation de Kairos, qui est une première en plus, je pense. Ouais. Voilà, donc l'application, et on peut lui souhaiter, je dirais, donc un bel avenir. Que si je résume, j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, donc, on a une double sécurité, c'est-à-dire qu'on a une application qui permet de prendre des photos et de sécuriser, de faire un hash et de sécuriser sur la blockchain. Et on peut appuyer effectivement, je dirais donc cela, je dirais donc à travers, je dirais donc un réseau de huissiers de justice. Tout à fait. En fait, c'est vraiment la combinaison de tiers de confiance numérique qui est la blockchain et le tiers de confiance physique qui est l'huissier de justice. Et on est en mesure de joindre les deux pour apporter des éléments de preuve beaucoup plus solides en cas de besoin de constitution de dossier. Effectivement. Alors, je pose une question, j'en profite en même temps. Comment on choisit l'huissier de justice? On choisit ou on choisit pas? Comment ça se passe? Alors, vous choisissez effectivement depuis l'application mobile, les huissiers de justice partenaires sont affichés et donc vous avez la possibilité de choisir celui que vous désirez. Ça pourrait être un huissier de justice que vous avez l'habitude de travailler avec ou un huissier de justice qui est plus proche de chez vous. Donc selon certains critères qui vous sont propres, parce que les tarifs aussi de chaque huissier sont disponibles sur l'appli, qui pourrait être un critère aussi de choix. Donc
en fonction de certains critères, vous avez la main. Donc, c'est l'utilisateur qui choisit lui-même son huissier. Oui. D'accord. Il est obligé de choisir ou s'il ne choisit pas, c'est le premier qui répond Non, il est obligé de choisir. D'accord. Très bien. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation. Voilà, ben, écoutez, c'est le moment, puisqu'effectivement, on a Maître Toi et puis donc Jean-Rémy Chiarotini qui sont là pour répondre à toutes ces questions concernant, je dirais, une preuve. Alors, si j'ai bien compris, c'est tout secteur confondu, hein, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est compliqué de restreindre les champs d'application, étant donné qu'on pourrait l'utiliser dans diverses situations. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un prix 15 €, c'est ça un abonnement en fait Oui. Alors, 15 €, ce sont les tarifs pour un certificat numérique de photographie lorsqu'on n'est pas abonné. Donc, je voulais pas aborder le sujet des abonnements. Donc, Kairos propose des abonnements mensuels, donc avec ou sans reconduction. Donc, c'est-à-dire ça peut être un abonnement juste pour un mois sans engagement ou un engagement sur une année avec des tarifications intéressantes que je vous invite à consulter sur le site de Kairos. Qui sont dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, pour les entreprises, ça peut être très intéressant, étant donné que si on a donc 5 utilisateurs ou 50 ou même plus, le tarif mensuel est dégressif et donne accès à 100 certificats numériques par mois dans l'abonnement, en considérant que les constats d'huissier sont tarifés au tarif des huissiers du 6, indépendamment de l'abonnement, bien évidemment, puisque chaque huissier a son propre tarif. Hein. Alors justement, David Gatin a une question pour Oui. Maître Toit. Que pensent vos confrères de ces nouvelles technologies? Il y a un peu de tout et je reprendrai Darwin. En fait, l'espèce qui survit n'est pas celle qui est plus forte, plus résistante ou plus rapide, c'est celle qui sait s'adapter. Et pour les huissiers de justice, malheureusement, on arrive, enfin, malheureusement, heureusement, peu importe, on arrive en tout cas c'est historique, à un grand tournant. Donc, j'imagine que soit la profession s'adapte, sache s'adapter et emprunte ce tournant, ou alors elle mourra de sa belle mort, comme les avoués par exemple. Oui. Alors moi j'avais une question complémentaire. Elle est relative au RGPD. Comment est-ce que vous allez gérer les données personnelles qui seront stockées sur la blockchain? Les données personnelles sur la blockchain, c'est un hash que l'on enregistre. Donc, Alors voilà, justement, est-ce que la donnée personnelle pourra être rattachée au hash et ainsi, du coup, avec le problème de l'immuabilité, est-ce que ça pourrait causer des problèmes de conformité au RGPD? Alors, non, dans la mesure où la solution envisage sérieusement le droit à l'oubli. Parce que c'est le plus important dans la RGPD, donc notamment la blockchain, la RGPD, bon, c'est un sujet qu'on risque de dériver, mais Oui. effectivement, on parle d'immutabilité, donc effectivement, immutabilité RGPD, ça pose déjà un problème. Donc le droit à l'oubli est fondamental dans le cadre de la RGPD. Donc il y a des moyens aujourd'hui qui permettent de garantir le droit à l'oubli. Donc c'est-à-dire la donnée reste ancrée, mais par contre elle est complètement illisible et plus jamais personne ne pourra en lire le contenu et l'associer à un quelconque utilisateur. Donc il y a des méthodes que je ne vais pas forcément détailler aujourd'hui, mais qui existent aujourd'hui pour le garantir. Oui. D'accord, donc des méthodes existent. Alors, Oui. il y a Hélène Campillo qui nous demande, les huissiers partenaires n'ont pas-ils de problème avec les assureurs? Donc c'est l'assurance de la Chambre nationale et pour l'huissier de justice partenaire, il s'agira simplement d'un constat classique de blockchain. Donc ce sera comme et si il engage lui-même sa propre responsabilité, si il réalise, on va dire, un faux ou s'il se trompe lourdement en validant un ancrage qui n'existe pas. Ah oui. Mais en tout cas, si on reste sur un point de vue civil, l'assurance l'assurance des huissiers, s'il y a un sinistre, évidemment, compensera le dédommagement. Ah, Bon. donc une autre question de David Gatin, effectivement. Il confirme. Il confirme. Survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement.
C'est ce que je répète à mes clients en longueur de journée. Merci pour vos réponses. Effectivement, c'est la confirmation. Bon, bah écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin, hein, puisqu'on a dépassé l'heure. En tout cas, on vous remercie toutes et à tous, je dirais donc pour avoir suivi ce webinaire. Et, on remercie également donc Maître Toua et puis donc Jean-Luc Ricuni et Théo Lyons, je dirais de Cryptosphère, d'avoir, je dirais donc pu, je dirais animer ce webinaire sur la blockchain et les défis de justice. Alors, Réponse de Madame Campillo, oui, l'application géolocalise. Enfin, lorsque vous utilisez l'application, la photo est géolocalisée. Oui, pardon, Madame Campillo, je l'ai oublié de le préciser. Effectivement, en eurodate, donc la date est prise pas du téléphone, mais d'un serveur de date. La géolocalisation est effectuée à partir du capteur GPS du téléphone, et ces informations, combinées avec la photo et le âge de la photo, font foi sur effectivement ce qui est eurodaté par l'huissier de justice et par le certificat. Ouais, effectivement, ça c'est un élément très indispensable. Oui. Alors, d'autres projets en matière de développement blockchain pour la réponse à Monsieur Schmitz. Donc, la Chambre nationale, peut-être d'autres on va projets. dire, pas tâtonne, mais préfère mettre l'accent sur d'autres projets. D'accord. Bon, je pense que malgré tout, ça restera quand même un sujet d'actualité et qui deviendra de plus en plus. Écoutez, donc, je vous remercie tous pour donc, cette participation à ce webinaire et les huissiers de justice. Pour rappel, donc, vous avez un replay pour les personnes qui le souhaitent. Et donc, ce replay sera également mis sur la chaîne youtube.com/wallcrypt, où vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de pouvoir revenir dessus. Voilà, écoutez, donc ce webinaire se termine. Et merci à toutes et à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.